Dans quelle situation politique se trouve la France aujourd'hui? Catastrophique. C'est une catastrophe. Mais c'est quoi? C'est un régime totalitaire? C'est un régime terroriste? Comment vous le définirez? C'est un régime. Alors, un régime totalitaire, il faut savoir que c'est une prise de gouvernance qui se fait officiellement. C'est-à-dire que il y a un chef d'État qui arrive, alors avec l'armée ou avec la police, la gendarmerie. Dans tous les cas, il s'impose et il nous explique, il nous dit voilà, maintenant aujourd'hui, c'est moi qui gouverne, point barre, et il donne sa ligne de conduite avec son gouvernement, d'accord? Un régime terroriste, c'est l'inverse, c'est que on fait croire que la situation est toujours la même. Mais ils essayent de changer les choses de façon progressive, comme ils ont fait. Et puis, l'air de rien, pour nous amener là où eux ont décidé de le faire. Parce que par rapport aux autres pays qui nous entourent, on a une particularité, c'est qu'en France, on a la souveraineté nationale. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends la Belgique ou si tu prends l'Allemagne, il est plus facile de corrompre le dirigeant puisque tu n'as qu'une seule personne à bouger. Là, aujourd'hui, il faut faire bouger toute la population française, puisque tous les Français, je veux dire aujourd'hui, si je voulais faire un schéma à côté pour que tout le monde comprenne bien, en quelque sorte, la France, on est tous Français et Françaises, on est les copropriétaires de la France. Voilà. Et donc, il y a des statuts. Il y a, donc les statuts, c'est la Constitution avec le préambule de 1946. Il y a le règlement intérieur avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et eux, ce sont les personnes qui sont censées nous représenter au sein de cette copropriété. Et à partir du moment qu'ils respectent les statuts, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. Ils sont en train de les changer discrètement. Enfin, discrètement. Illégalement. Voilà. C'est-à-dire illégalement. On va rentrer dans le vif du sujet, mais effectivement, ils passent tout en sous-marin, en fait. Ils passent tout en sous-marin. Là, on l'a vu, la Constitution, ils ont modifié des choses à notre insu. Logiquement, ils sont censés passer par référendum, puisque c'est une cogestion, c'est une gestion collective de la nation. C'est comme ça depuis 1958. Et ils ne le font pas. Il y a plein d'erreurs qu'ils commettent à chaque fois. Mais on va entrer de toute façon dans le sujet par rapport au territoire. Justement, rentrons dans ce sujet. Et avec peut-être le premier courrier à M. Emmanuel Macron. Alors, si on pouvait le montrer. Voilà, ce courrier. Qu'est-ce qu'il dit, ce courrier, et pourquoi ce courrier? Alors d'abord, le fait de l'envoyer en recommandé, j'ai pas pris les talons, mais ils l'ont reçu, on l'a envoyé en recommandé, on a officialisé l'entrée en résistance. Donc le fait, c'est que c'est une première, parce que c'est pas la résistance telle qu'on la connaît auparavant, puisque on est quand même les gestionnaires quelque part de notre pays. Donc lui, il a eu le courrier recommandé, et surtout, on a mis dedans, on a remis en cause le gouvernement qu'il a mis en place après la violation de notre Constitution, puisque le gouvernement qu'il a mis en place était un gouvernement bicéphale. Je veux dire, qu'est-ce que c'est un gouvernement bicéphale? Eh bien, il est en fait, c'est un gouvernement, une partie qui était pour la gouvernance de la France, Barnier avec son équipe, et puis ensuite les autres ministres, c'est pour l'Europe des nations. Qu'ils ont enclenché à notre insu. Et donc, les ministres, d'ailleurs, quand tu regardes bien la liste, ils ne sont pas rattachés à Barnier. Donc, Barnier était ministre que des premiers au début de la liste. Et tous les autres, que ce soit le ministre de la Justice, d'abord, on s'est aperçu aussi qu'on avait de ce fait 2 ministères des Finances. Comment ça? Il y en avait un, c'était ministre du budget qui était sous Barnier. Et l'autre ministère, finances publiques, industrie, machin, etc., il était en deçà, tout seul. Pas rattaché à Michel Barnier. Et il était rattaché à qui? Il était autonome, justement. D'accord. Mais derrière, alors ils ont créé aussi un poste de ministère de la francophonie. Oui. Donc la francophonie n'a rien à faire là, je veux dire... C'est pas la France, la francophonie. Faut pas. Surtout qu'ils ont mis. Et en plus, la francophonie, on l'a dénoncé dans le premier rapport qu'on a sorti sur le terrorisme d'État, puisque c'est François Mitterrand qui a mis ça en place en 88. Et ce sont des tentacules, puisque la francophonie, c'est un système énorme, gigantesque, qui a été mis en place en arrière-plan par l'ONU d'ailleurs, puisque l'ONU intervient dessus, et qui a été et qui fait de la politique. Et surtout qu'il y a un statut de privilège et d'immunité comme l'ONU. Voilà. Et ils font de la politique. Donc c'est un organisme supranational. Oui. Et donc pourquoi là, du coup pas de ministère de la francophonie? Parce que ça n'a rien à voir avec la France.
D'abord, c'est illégal. Ouais. C'est totalement illégal. En plus, tout ça, on finance avec notre argent. En plus, il faut savoir qu'ils ont leurs propres lois, ils ont leurs propres tribunaux. Je veux dire... Et là, on voit que de toute façon, ça n'a plus rien de national, ce qui est décidé. Tout part vers l'extérieur. Et là, on va pouvoir le voir de toute façon. C'est quoi? C'est Bruxelles? Non. Non, c'est l'ONU. C'est l'ONU. L'ONU est de partout. Puisque avec des structures... Si tu prends le premier rapport qu'on a fait, on a montré tous les rattachements de la francophonie. Je veux dire, tu retrouves l'ONU derrière avec l'OIF, l'Organisation internationale, qui se trouve à Genève d'ailleurs. Donc ils sont en défaut dans leur mission. Et puis c'est ce côté immunité. Alors en plus il y a ça, et puis ils mentent en plus, ils mentent aux autres pays qui adhèrent à la francophonie. Dans quel sens ils mentent? Ils font croire que c'est sous la gouvernance de la France alors que c'est pas le cas. Que l'objectif c'est les leurrer, puisqu'ils ont même rattaché leur système, leur médiation défenseur des droits, ils l'ont mis chez nous. Hein. C'est le même bâtiment que Madame Crédon, c'est ça? En fait, comme la France est un alibi pour le monde entier. C'est-à-dire, comme c'est la France, on fait confiance, quoi. C'est la démocratie, tout va bien. Oui, puis ils se pensent en sécurité, ils ne le sont pas du tout. Mais non, en fait. Et donc, nous, on est un pare-feu. Mais maintenant qu'on a mis le doigt sur tout ça et qu'on n'est pas d'accord, c'est embêtant parce que justement, à l'étranger, ailleurs, on commence à passer des coups de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'était légal, on apprend ça, vous n'étiez pas au courant? Non. On n'était pas au courant. Puis si on prend le défenseur des droits, donc leur définition, c'est AOMF. Donc c'est présidé par un avocat québécois. Et derrière, on a le médiateur de la Belgique, on a le médiateur du Maroc, on a le médiateur béninois, et on a Claire Audon, qui est la secrétaire générale. Et en fait, c'est un lieu, ni plus ni moins, de renseignement, puisque les gens se confient sur ce qu'ils vivent de difficile dans leur pays, et ils ont les informations, ils ont les noms, ils ont tout. Voilà. Alors, Émilie a parlé de modification de la Constitution. Est-ce qu'on peut montrer justement les fichiers de la Constitution du 4 octobre 58? Voilà. Et est-ce que vous pouvez me commenter justement ces modifications et en quoi ces modifications peuvent être gênantes? Alors déjà, là c'est la première, donc attends que je regarde. C'est celle qu'ils ont touchée, celle-ci. Voilà. Donc c'est celle qui est en vigueur, alors qui disent version en vigueur, d'accord. Alors on va pas faire toutes les pages, mais ils ont modifié pratiquement tous les articles, d'accord. Le fait, c'est que dans la première, alors je garde la première page parce que c'est celle-ci la plus importante, c'est que par rapport à la Constitution originale, je veux dire, on a le préambule qu'on retrouve ici, qui n'a pas été changé. On a le premier article qui, lui, a été changé. Puisque là, on a... Que disait le premier article avant et aujourd'hui? Alors, le premier article disait « La République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une communauté. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. » Là, maintenant, on est arrivé à « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions législatives. » En fait, là, ils ont supprimé l'article 1. Donc, on n'a plus l'article 1. Et ils ont mis une moitié de ce qui se trouvait dans l'article 2. En sachant que dans l'article 2, c'est sous l'intitulé « La souveraineté ». Donc ça veut dire qu'ils ont retiré de la souveraineté la partie que je viens de te lire. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà une grosse modification qui est totalement inacceptable. D'accord ? En deuxième article, c'était ce que je viens de lire. D'accord ? Complété de l'emblème national, alors complété de « Elle assure devant la loi de race, de religion », etc. Et en dessous, il y a l'emblème national et le drapeau tricolore. Donc, ils ont repris la fin du deuxième article, l'hymne, la devise, la République, liberté, etc., etc. Donc là, ils ont simplement coupé en deux l'article 2 et ils l'ont retiré de la première partie. On n'est plus sur la souveraineté, là, d'accord ? L'article 3, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que voilà, le fait de l'avoir bougé, justement, ça a fait perdre en souveraineté la France. Oui, et ça veut dire, c'est pas qu'il faut perdre la souveraineté, c'est que là, ils ont commencé à faire un glissement, puisqu'ils ont retiré de la souveraineté le fait que la République était indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Ça fait partie des éléments de la souveraineté, puisque c'est nous qui avons la souveraineté. Donc là, ils ont scindé en deux, puisque l'article 3, il dit ceci, il dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants par voie de référendum. » Sauf que dans la souveraineté, ils en ont retiré une partie. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un président de la République qui intervient sur des points qui sont des points de religion, ce qui n'est pas normalement dans sa mission. Est-ce que ça signifie que là, avec les élections européennes et le mandat de Mme von der Leyen, qui est le deuxième mandat, qu'on va transformer en fait la France en une forme d'État américain, mais une sorte de Texas ou de Californie par rapport à l'Union européenne? Alors là, ce que je voudrais, c'est qu'on termine ça pour pas tout mélanger. Ok. J'ai dit qu'on prenait la première et la deuxième page parce qu'ils ont modifié tous les articles de notre Constitution, mais il faut aller voir la dernière page. Parce que la dernière page, ils ont laissé exactement les mêmes personnes qui ont validé dans notre Constitution de 1958. C'est-à-dire qu'en dernière page, tu retrouves le président René Coty, le ministre Charles de Gaulle, Guy Mollet, Louis Jacquinot, etc. Je veux dire, ça, c'est l'info en écriture. Ils ont violé deux choses. Le fait qu'ils ne soient pas passés par nous. Par voie de référendum. Par voie de référendum. Et la deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est qu'ils ont modifié les choses qui sont en deçà, préjudiciables pour le peuple français. Logiquement, on l'améliore pour le mieux. Là, on perd en la qualité. Le principe juridique, c'est que quand tu fais une loi ou quand tu prends ce genre de document, tu ne peux pas aller en deçà. Tu peux aller au-dessus, mais pas en deçà. Tandis que là, je veux dire, ils sont en train déjà, le fait de dire que la France est indivisible et ne plus la mettre dans la souveraineté, ça veut dire qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent le couper comme bon leur semble. Voilà. Donc la France sera très vite la Californie ou le Texas de l'Europe. Non, parce qu'ils n'ont pas modifié l'article 3, donc on est toujours souverain. On est encore. Oui, mais ils peuvent le modifier. Non, parce que là, c'est un faux en écriture, je suis désolée. Oui, mais les faux en écriture, ils n'arrêtent pas d'en faire. Oui, mais là, ça touche la Constitution. Et donc là, ils attaquent, en fait, là, aujourd'hui, les politiques attaquent le peuple français. Voilà, on est attaqué par des Français de l'intérieur, avec le concours de puissances étrangères et d'organisations. À un moment donné, il faut dire les choses et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, en fait, on est censé ne pas le voir, donc il modifie les choses petit à petit. Et donc la dernière fois, quand il y a eu les élections européennes, je veux dire, on voit bien l'entente qu'il y a entre le Rassemblement national et le gouvernement de Macron. D'ailleurs, si on trouve le tract du Rassemblement national. Le programme. Je veux dire, voilà, lisez le programme, c'est non à l'Europe de Macron, oui à l'Europe des nations. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et quand il y aura l'Europe des nations, on va basculer vers le Conseil de l'Europe et on va se retrouver sous l'autorité de l'ONU. Voilà. Puisque l'ONU, dès qu'on touche quelque chose, maintenant, on retrouve l'ONU derrière. C'est systématique. Donc en fait, l'ONU, c'est une sorte de spectre. De James Bond. L'ONU, c'est un gouvernement sans patrie, qui a ses propres lois. Mais on a vu avec la crise sanitaire que dorénavant, ce sont les organismes supranationaux tels l'ONU, l'OMS, etc., qui sont les vrais patrons en fait. L'OMS est sous la gouvernance de l'ONU. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est une tentative. Ils ont tout. Ils ont leurs écoles, enfin ils ont leurs universités. Ils ont tout. Et puis en plus maintenant l'ONU s'appelle plus l'ONU. Maintenant l'ONU s'appelle le système des Nations Unies. Et ils précisent bien sur leurs documents qu'ils sont familièrement appelés la famille. La famille ? Comment ça ? Il s'appelle la famille. Ouais. Moi, quand j'ai dit ça, puisque j'ai des groupes de personnes qui travaillent avec moi, ils ont dit non, mais c'est mafia ou quoi? Bah oui, c'est ça le truc. Ça fait très Don Corleone, quoi. Voilà, je crois qu'on y est. La famille. Oui, la famille. Je ne savais pas. Si. Il faut faire le lien avec l'affaire de toute façon de Sylvie, parce que c'est le point de départ. Oui, bien sûr. Donc, en tirant sur le fil de son affaire judiciaire, qui est quand même, il y a eu un assassinat, etc., forcément, on est tombé sur d'autres filières, etc., et ça a remonté jusque-là, quoi. Avec tout le système, on retrouve les mêmes acteurs à chaque fois, etc. Et pour installer tout ça, il faut la complicité de la magistrature, par exemple, et des politiques. Ah oui, sinon ça peut pas se faire. Sinon, ça peut pas marcher. Et là, actuellement, que fait l'ONU ? L'ONU installe des CNT, des conseils de transition nationaux un peu partout. Et partout où ils passent, comme avait dit Sylvie, c'est une catastrophe. Là, par exemple, en Syrie, ils sont en train d'en installer. Et ça a pour but d'un gouvernement mondial ?
Alors justement, on va y venir, puisque sur la feuille que je t'ai donnée en 4e point, j'ai parlé de la G77 plus la Chine. En fait, en continuant, en travaillant, en remontant la francophonie, puisqu'en fait, on est parti de la francophonie. Et là, je l'ai mis dans l'ordre chronologique. On a découvert que existait depuis juin 1964 le G77, qui est devenu en 2014 G77 plus la Chine. Donc à l'époque, il regroupait 177 pays. Maintenant, ils sont 134. Il n'y a pas de pays occidentaux dedans, occidental. D'accord. Et eux, leur devise, c'est un nouvel ordre mondial pour le bien vivre. Voilà. Donc depuis 64, ils travaillent à ce nouvel ordre pour le bien vivre, puisque selon ce qu'on a trouvé comme écrit, ils ont créé le G77 pour contrer l'Occident qui est responsable de la pauvreté. Voilà. Et on vous dit... alors, il y a eu ça. Derrière, il y a la francophonie qui a été créée en 1999 par François Mitterrand, qui a donné... Enfin, ils l'ont monté... 1999, Mitterrand est mort, hein. Oui. Mais il l'a créé avant. Il a créé sous son septennat. En fait, toutes les modifications qui ont été emportées et qu'on voit aujourd'hui apparaître, tout a été programmé dès son premier septennat avec Jacques Attali. Et en fait, on a découvert d'ailleurs que c'était Jacques Attali qui gouvernait au lieu et place de François Mitterrand. Il faut être clair, je veux dire, c'est lui qui a donné les directives, c'est lui qui a tout fait, qui a tout mis en place. Et puis d'ailleurs, on a découvert que dans le cadre de son... Mais lui, qui représente-t-il? Parce que... Alors attends, j'y viens. Vas-y, vas-y. Parce qu'on a découvert que dans le cadre de son entreprise, de sa société A&A, qui est devenue Attali Associés, il a un associé privilégié, un bras droit, qui s'appelle Montoya Cordoba Montoya, qui lui a été le Sherpa du président mexicain Salinas en même temps. Mais il n'est pas resté aussi longtemps puisque Salinas a été stoppé, puisque sous son septennat au Mexique, il y a eu plusieurs meurtres, donc celui d'un archevêque d'ailleurs. Et le dossier est toujours en cours. Et ce monsieur, son homologue, en fait, quelque part au Mexique, a continué à intervenir au niveau de l'énergie. Question annexe comme ça, est-ce que les morts durant les 2 septennats de M. Mitterrand peut-être imputables à cette politique? Alors on sait M. de Grossouvre, Bérégovoy, Balavoine, Coluche peut-être aussi. Ben oui, puisque en fait, quand on regarde au niveau historique, puisque dans le deuxième rapport, on a refait toute la chronologie, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu énormément de suicides, de décès, et puis il y a eu aussi le contre-coup sur la police. Puisque après le septennat, après les modifications apportées par François Mitterrand et Attali, je veux dire, en 96, c'est là qu'il y a eu le plus de suicides, on est passé à 70, quoi. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Voilà. Donc là, on a parlé du G77. Alors la francophonie, elle, a été créée en 99 avec des privilèges et immunités. Et elle, sa devise, c'était une mondialisation multipolaire. Et donc là, on retrouve Lionel Jospin, Hubert Védrine, tout ça. Ils ont tout travaillé tous ensemble pour mettre ça en place. Nous, on n'a jamais été informés de cette mondialisation multipolaire. Et puis, il y a le G20 qui lui a été mis en place en 1999, qui est une organisation... Ah oui, j'ai oublié de dire, le G77 est accrédité. Oui, donc, il a une existence reconnue, d'accord ? Donc le G20, lui, c'est une organisation informelle, il n'y a pas de structure juridique, en tout cas pas de structure juridique connue, d'accord ? Et ici, on a découvert en 2023 que sa devise, c'est une seule planète, une seule famille, un même avenir, telle est notre devise. Voilà. Donc après, il faut essayer de savoir ce qui se passe derrière. Sachant que les pays qui s'y trouvent dans le G20 se retrouvent quand même, en grande partie, on les retrouve dans le G77. Alors, vous avez fait ce courrier aussi à Michel Barnier, si on peut le montrer. Pourquoi ce courrier ? Pareil, pour valider notre entrée en résistance. Et puis, on s'est dit, on va essayer quand même de l'interpeller et de le sensibiliser. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est que dans ce monde, dans cette gouvernance mondiale, c'est à celui qui va se duper, en fait. On est sur un fond d'idéologie politique qui est doublé par une activité plutôt criminelle, puisque les organisations criminelles ne se sont jamais aussi bien portées qu'à l'heure actuelle. Ah bon ? Comment ça ? Tout est en hausse, je veux dire, le trafic d'organes, le trafic de personnes. La pédocriminalité.
Au niveau de l'Union européenne, Europol a sorti son rapport qui est, je crois que ça doit faire le 4e, qui est en train de pointer. Et puis alors là, aujourd'hui, il pointe la France puisqu'on est devenu le refuge principal des plus dangereuses des réseaux organisations criminelles. Quel type de réseau criminel? Ndrangheta. C'est quoi? Ndrangheta. C'est quoi? Alors c'est un réseau qui vient d'être découvert en Italie, ça fait déjà depuis plusieurs années. Donc ils connaissent pas exactement ça se trouve en Sicile. Ouais, ils connaissent pas exactement quand est apparue cette structure, mais c'est une structure qui est réputée pour intervenir dans les États. Elle intervient par interposer au niveau des politiques. Voilà. Et alors, il faut savoir que quand vous avez ce genre de structure qui viennent s'installer, c'est parce qu'ils savent que d'une façon ou d'une autre, ils ont la main sur les politiques. Et ils sont mondiaux. Ils sont placés partout. Ils ont un fonctionnement qui leur est propre. Ils ont des rites un peu genre rites à l'identique de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire en toge et satanique? Mais la franc-maçonnerie, ça n'a jamais été satanique. Hein. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, je sais pas, je pose la question, point d'interrogation. Alors, à l'origine, les francs-maçons, ça n'a jamais été satanique. Je veux dire, par contre, la Ndrangheta, quand on voit leur rituel, même au niveau de leur meurtre, je veux dire, ils ont des châtiments pour chaque... Lesquels, par exemple? Par exemple, pour ceux qui parlent, déjà, c'est parce qu'il y a l'omerta, il ne faut surtout pas parler. Voilà. Ils travaillent beaucoup en famille, donc si malheureusement, tu es né dans une famille où tes parents ils sont dans la Ndrangheta, tu ne peux pas quitter, et si tu quittes, tu as toutes les chances de finir mal, quoi. Donc voilà, ils ont tout un système. C'est connu en France, puisqu'on sait qu'on en a à Lyon, un peu partout, quoi. Donc voilà, donc on sait qu'on les a, on sait qu'ils sont là. Maintenant, il faut aller plus loin, et là c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui on a notre justice qui fonctionne plus correctement du tout, qui est corrompue complet. Elle est infiltrée, cette justice? Ah oui, complètement. Et par qui? Elle est infiltrée par différents réseaux. Alors c'est un mini-mélo entre ceux des organisations criminelles, ceux des puissances étrangères. Je veux dire. Aujourd'hui, notre pays, c'est open space. Tout le monde peut y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a que nous qui ne pouvons pas y accéder, quoi. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.